Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour Coincer la bulle sur RCF Sarthe, votre magazine BD qui revient pour un nouvel épisode de ces hors-séries initiés il y a quelques mois maintenant. Des hors-séries toujours autour des 40 ans de la librairie Bulle, votre librairie spécialisée BD qui depuis 4 décennies maintenant est entrée dans le cœur des BD-philes sartois, mais pas seulement. Après avoir évoqué les débuts timides mais très prometteurs de la librairie Bulle de 1983 à 1993, une décennie où Samuel Chauveau, le fondateur de la librairie, a, comme on dit, appris le métier. Nous débutons une période que l'on peut qualifier d'âge d'or de la bande dessinée en France, mais plus localement en Sarthe, où ce médium que nous aimons tant dans Coincer la bulle commence à gentiment mais sûrement se faire une petite place dans le monde très sérieux de la littérature. Les publications se multiplient, les auteurs de talent, que ce soit au scénario comme au dessin, commencent à se faire connaître auprès du grand public, et notamment grâce au travail de passionnés de la bande dessinée que sont les libraires indépendants français, dont Samuel fait bien sûr partie. Une période très riche où la librairie Bulle continue de se développer, mais cette décennie est pour commencer marquée par la lutte de certaines librairies françaises pour le respect de la loi sur le prix unique du livre, une exception culturelle à la française, bien de chez nous, initiée entre autres par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, une loi votée en 1980 et donc applicable dès 1982, qui au début des années 90 n'est toujours pas respectée par les acteurs de la grande distribution, les supermarchés français et la Fnac également, qui à cette époque s'opposaient fermement à cette loi. Heureusement, quelques irréductibles libraires à Lille pour commencer et au Mans ensuite se sont mobilisés pour que ce prix unique du livre soit enfin respecté. Une loi un peu décriée au départ, mais qui avec le recul des années, on le sait maintenant, surtout comparé à la situation des filières du livre chez certains de nos voisins européens, a clairement sauvé la filière du livre en France. La création avec les auteurs bien sûr, l'édition également et même la distribution avec un maillage formidable de librairies indépendantes que le monde entier nous envie. Pour en parler cette semaine dans Coincer la bulle, Samuel Chauveau, heureux propriétaire de la librairie Bulle au Mans. Coincer la bulle, RCF Sarthe. Bonjour Samuel. Eh bien, bonsoir, bonjour Mathieu. Plutôt bonjour et merci de me recevoir dans votre bureau à l'espace bis de la librairie Bulle pour continuer de parler de l'histoire de la librairie Bulle qui fête, on le rappelle, cette année ses 40 ans. Et pour commencer, Samuel, si vous le voulez bien, j'aimerais évoquer la rencontre que vous avez faite avec Jacques Lang, actuellement directeur de l'Institut du monde arabe. Une très belle rencontre, je crois. Oui, parce que, comme vous le disiez, 10 premières années, je dirais c'est 10 premières années pour apprendre un peu son métier. Apprendre le métier, ouais. Exactement, voir un petit peu tous ces rouages, comment ça fonctionne. Quand vous n'y connaissez rien et que vous devenez, entre guillemets, libraire, là, autant vous dire que c'est, comme on l'avait évoqué, un petit peu quand même compliqué. Et puis finalement, 10 ans pour se roder, pour apprendre, pour commencer à faire venir des auteurs, pour commencer un petit peu à en vivre aussi. Oui. Eh bien, c'est le moment, en tout cas, pourquoi ce moment-là, mais très vite, commençant à connaître aussi quelques collègues libraires, qu'ils soient de France ou de Belgique, eh bien, on s'aperçoit, grâce à l'un d'entre eux, un libraire belge, possédant une librairie à Bruxelles. À Bruxelles, la loi n'existe pas, le niveau et l'état de la librairie belge est déplorable car personne ne respecte ce fameux prix du livre sur des marges qui peuvent être dans le livre de 30 à 35%. Eh bien, des remises du même ordre peuvent se faire. En Belgique, c'est une catastrophe. Une loi qui, rappelons-le, en 90 a déjà presque 10 ans, quoi. Donc, exactement. Et c'est là où je voulais en venir. Ce libraire en Belgique ouvre une librairie de l'autre contrée de la frontière, à Lille.
Et là, très vite, il se rend compte d'une chose, c'est que il nous dit, mais vous, Français, vous êtes quand même un petit peu idiots. Vous avez une loi qui vous protège. Je viens ouvrir une librairie en France pour ne pas connaître le même sort que en Belgique et à Bruxelles. Et la plupart des distributeurs ne respectent pas votre loi. Et des remises sont toujours présentes, surtout, bien sûr, sur les blockbusters, sur les best-sellers, etc. Et il ne comprend pas. Et très vite, il se dit, mais c'est pas normal. Et il attaque donc, avec 2 avocats lillois, la Fnac de Lille. Je ne sais plus comment j'apprends ce procès. Je me rends à Lille, j'assiste au procès et je rencontre à la fin les 2 avocats. Ce procès restera toujours dans ma mémoire car c'est un procès où les 2 avocats qui défendaient mon collègue étaient des grands amateurs de BD. Ils connaissaient le milieu. Des avocats à l'ancienne, ils ont plaidé vraiment avec effet de manche, avec vraiment une dialectique, avec une intelligence assez remarquable et vraiment, ils ont démonté la partie adverse. Mais c'était pas non plus forcément très dur, puisqu'il suffit de s'appuyer sur la loi. Ils étaient dans le bon droit, en fait. Évidemment, la partie adverse prétextant que comme c'était une loi française, tous les éditeurs qui n'étaient pas des éditeurs français ne devaient pas être sous la tutelle ou sous la coupe d'une loi française. Très vite démonté par les avocats. En tout cas, c'est le début d'une grande histoire. Les avocats, nous nous rencontrons et les avocats me disent, voilà, nous allons prouver le préjudice à Lille, mais maintenant il faut montrer que ce préjudice existe partout sur tout le territoire français et donc nous avons encore besoin de cobayes. Eh bien, si tu veux être le second libraire, ok. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi de poursuivre le combat et de venir s'attaquer à la Fnac du Mans. Puis il y avait mon collègue de Nantes, puis mon collègue de Toulouse et il fallait que démarrent quelques procès dans divers coins de France, afin, encore une fois, de montrer que ce préjudice était national. Oui, parce que alors il y avait la Fnac, d'autres des supermarchés, Leclerc pour pas les citer. Tout le monde suivait, évidemment. Hein. Et c'est vrai que pour répondre... qui s'étaient d'ailleurs d'eux-mêmes mis dans l'illégalité. Ils savaient qu'il y avait la loi, mais ils disaient clairement qu'ils voulaient pas la respecter. Quoi. Mais exactement. Et évidemment, l'argument toujours aussi fallacieux, notamment d'une enseigne comme Leclerc, c'est de rendre la BD accessible à tout le monde, au plus grand nombre. Le panier de la ménagère, évidemment, est attaqué par cette loi qui est une loi corporatiste, qui ne défend pas les anciens, qui ne défend pas le consommateur, alors qu'on sait très bien que, encore une fois, si cette loi n'existe pas, c'est pas simplement des librairies qui vont disparaître, mais c'est toute la création qui se trouvera impactée les éditeurs. Par ça. Exactement. Mais c'était, comme d'habitude, le bon jeu d'aller dire on va vous faire économiser quelques centimes, qui va être vachement important pour vous. Mais encore une fois, pourquoi il a fallu autant de temps? C'est que je crois que la plupart des librairies avaient peur d'aller au combat, avaient peur un petit peu de passer pour peut-être, encore une fois, des gens qui ne défendraient pas justement la défense du consommateur. Il a fallu un peu un déclic, il a fallu à peu près 2 ans de procédure, et au bout du compte, eh bien, on n'ira même pas jusqu'au bout du procès, parce qu'un jour, la direction de la Fnac nous demande de venir à Paris, en nous demandant, eh bien, de s'asseoir sur tout le résultat des procès à venir, car elles allaient rentrer dans l'ordre, si l'on veut parler ainsi, rentrer dans le droit chemin. Mais pour cela, on nous demandait de nous asseoir sur les futurs résultats et sur les dommages et intérêts que les résultats de ces procédures allaient engendrer. Donc on nous demandait carrément de perdre tout cela au détriment de quelque chose de national. On a accepté et quelques jours plus tard, le second procès qui donc allait sortir dans les médias, c'était le procès du Mans. On gagnait sur toute la ligne, mais pour respecter notre parole, je m'asseyais sur tous les dommages et intérêts. On nous avait demandé de ne pas communiquer avec la presse. Là, par contre, nous ne l'avons pas fait et on a déclenché tout un grand plan pour dire la victoire est là. Et c'est à partir de ce moment-là que la jurisprudence de la loi Lang, pratiquement 10 ans plus tard, allait enfin être établie. C'est appliqué à l'ensemble de la France et c'est tant mieux parce que ça a sûrement sauvé les librairies françaises qui, rappelons-le, est le pays où il y a le plus de librairies, je crois, par habitant au monde. Et oui, et puis avec un maillage d'auteurs, d'éditeurs, de librairies fantastiques et tout ça pour rebondir. Je ne suis pas à l'origine de la jurisprudence, je suis un des acteurs, un des maillons. Vous avez suivi le mouvement, effectivement, mais on a été dans les tout premiers, effectivement. D'où ta question du départ.
pourquoi vouloir rencontrer Jacques Lang? C'est que moi, j'avais toujours ça en tête, qui avait démarré comme un jeune libraire qui n'y connaissait rien, qui ne connaissait même pas forcément bien cette loi. Et là, 10 ans déjà, c'était de comprendre un petit peu aussi toute la difficulté des auteurs aussi à vivre de leur métier déjà à l'époque, et de me dire que quand même ce monsieur a été quand même un précurseur, avait vu déjà un petit peu tout cela. Donc ça a été vraiment une joie de le rencontrer, parce que quand vous aimez votre métier et un petit peu tout cela, ça me semblait important. Et puis ça a été aussi intéressant parce que l'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que c'était pas forcément la loi Lang qu'elle aurait dû s'appeler, mais la loi plutôt Lindon, l'un des grands éditeurs français, qui dès 79 voyait déjà toute la difficulté du monde de l'édition et du monde des auteurs, et avait déjà eu ça en tête. Le gouvernement Mitterrand arrive au pouvoir, c'est Lang ministre de la Culture, et donc il est fortement interpellé par Lindon pour lui dire il faut faire quelque chose, monsieur le ministre, et c'est là où cette loi débarque comme projet de loi à l'Assemblée. Oui, qui est voté en 81 et appliqué dès 82, je crois. Complètement. Appliqué entre guillemets. Donc cette deuxième décennie, elle est importante pour cela. C'est ça qui va rester effectivement un petit peu en mémoire. Et puis la librairie continue de grandir, on continue à faire beaucoup d'animations pour l'époque, toujours pareil dans la vieille ville. Les séances de dédicaces, essentiellement dans la rue. mais ça, on va peut-être y revenir juste après. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer de parler de la librairie Bulle, de ses 40 ans, de son histoire et plus globalement de l'histoire de la bande dessinée, au moins les 40 dernières années. Et une petite pause musicale qui reste dans l'ambiance de l'époque, les années 90, qui seront marquées par l'explosion auprès du grand public des peut-être 2 derniers grands courants musicaux du siècle dernier, voire de l'histoire de la musique. J'ai nommé le rap et bien sûr les musiques électroniques qu'à l'époque on appelait encore de façon un peu péjorative la techno, un mouvement musical qui sera marqué bien sûr par ce que l'on appellera la French Touch. Laurent Garnier, les désormais célébrissimes Daft Punk, et notamment en 1994 avec la sortie de Homework, un album qui va marquer le genre, et notamment avec le titre Da Funk et ce clip de Spike Jones désormais resté dans les mémoires.
Daft Punk dans Coincer la Bulle pour ce hors-série numéro 2 totalement dédié aux 40 ans de la librairie Bulle que nous fêtons bien sûr en cette année 2023. On continue d'évoquer la seconde décennie de la librairie, celle de 1993 à 2003, toujours avec Samuel Chauveau, créateur de la librairie Bulle au Mans. Coincer la Bulle, RCF Sarthe. Là, on va parler un peu plus bande dessinée et notamment d'un événement que vous aviez fait pour les 10 ans et un plateau d'auteurs assez incroyable. Oui, surtout que c'était pas pour grand chose. Là, ils étaient juste là, quoi, pour le... Exactement, presque pour le fun, mais c'était aussi pour dire, voilà, la librairie grandissait, je grandissais avec, je commençais à comprendre un petit peu le mécanisme, comment faire aussi pour continuer d'exister. Là où j'aurais dû quitter la vieille ville, j'y étais encore, oui. Mais c'est pas une fréquentation non plus de folie, donc il faut toujours trouver des stratagèmes, des idées, des événements, afin de faire vivre tout cela, et c'était devenu un petit peu plus régulier. Et puis les 10 ans arrivent, et là je me dis, que puis-je faire pour, pourquoi pas, marquer un petit peu cette première décennie. Et je sais plus non plus comment cela m'était venu à l'idée, mais c'était de faire venir un plateau avec des journalistes, de faire une sorte de conférence de presse. À l'hôtel Concorde, c'est ça ? Voilà, à l'hôtel Concorde. Je crois que ça ne s'appelait pas le Concordia encore à l'époque. Nous avions cette belle salle qui était assez, qui pouvait marquer le coup. Et puis, faire venir des auteurs tels Loisel, Macchio, Jean Van Damme, Alexandro Jodorowsky, Jean-Paul Mougin qui était le rédacteur en chef de la plus belle revue BD qui s'appelait À Suivre, Claude Moliterni qui était un grand historien de la bande dessinée, François Bouc, enfin vraiment parmi déjà les grands auteurs français. Et à l'issue de cette rencontre qui était une sorte de débat, très vite se sont opposées deux écoles, l'école de Jodorowsky et l'école de Van Damme. L'école Van Damme, le papa de Largo Winch, de 13, de Torgal, un scénariste très grand public. Un peu à l'ancienne, Un peu à l'ancienne. Et puis ce côté complètement déjanté de Jodorowsky, qui lui avait une vision de la bande dessinée tout autre que celle de Van Damme. Une vision d'artiste en fait, puisqu'il est plus qu'un scénariste, Jodorowsky. Totalement. Et là, ça a été un débat presque houleux. Je ne vais pas dire qu'ils ont failli un petit peu en venir aux mains, mais ça a été assez surprenant. Voilà, cette rencontre qui a finalement débouché sur une vision de la BD de deux mondes différents. Et en fait, je me suis souvenu aussi que j'annonçais à venir des dédicaces qui allaient se succéder. Tout au long de l'année, ouais. Voilà, dans le mois de fin d'année. Donc Loisel allait venir, Philippe Franck, le dessinateur de Largo Winch, allait venir, la reprise de Balade au bout du monde avec Macchio et Rengel, Bouc allait venir. En fait, cette conférence de presse, elle était surtout pour marquer les 10 ans et annoncer les futures dédicaces. Mais ça restera un truc parce que... Mais finalement, ça restait peut-être un des premiers événements de la librairie Bulle, quelque part. Oui, un événement assez surprenant avec déjà des très grands noms de la bande dessinée, mais surtout pour aucun commerce, derrière. Oui, non. On n'a pas vendu un livre ce jour-là, pas une bande dessinée. C'était un peu pour marquer le coup. Et pour faire parler de la librairie, et ça a marché, je crois. On va parler un peu des nombreux auteurs qui sont passés à la librairie pendant cette décennie-là. On va pas pouvoir tous les citer, mais notamment, vous en parliez, Loisel, Régis Loisel, avec qui vient... c'est quand même La quête de l'oiseau du temps, c'est Peter Pan. Par la suite, tellement d'autres encore créations de renom. Mais Loisel, on commençait à plus trop le voir. Donc, c'est sûr que moi, je pense que ça a été une des premières rencontres d'importance avec un des auteurs qui... Il y avait déjà eu Maurice, le papa de Lucky Luke. Mais voilà, ça, je devenais un petit peu plus crédible. Donc, les auteurs pouvaient venir grâce aux attachés de presse qui leur disaient, c'est comme on dit, un petit peu une librairie qui monte, quoi. Voilà, si on peut s'exprimer ainsi. Mais c'est aussi l'année où moi je vais découvrir un auteur comme Jean-Pierre Gibrat. Le Sursis chez Dupuis vient de sortir. Un auteur qui a mis des années avant de se faire repérer, on va dire, du grand public. Et de ce premier tome du Sursis, c'est le début d'une aventure avec Jean-Pierre Gibrat. C'est plein de choses comme ça. Zep qui vient de sortir son premier Titeuf, Murena Delaby que nous reverrons par la suite aussi de nombreuses fois au Mans. C'est Black Sad, le tome 1 de Black Sad, et Juanro Guarnido que nous reverrons par la suite, notamment à l'Abbaye de l'Épau. C'est toute une opération avec le Décalogue qui s'en suivra, mais c'est le premier volume du Décalogue, le premier volume du Triangle secret, Persépolis de Marjane Satrapi. On est de toute manière dans l'explosion, la
production entre guillemets de est en bande train dessinée de devient, grimper, hein, au point de devoir louer, en tout cas peut-être pas acheter, mais louer plein de maisons tout autour de la librairie pour pouvoir ne serait-ce que stocker. Oui, pas encore tout à fait à ce moment-là. La deuxième vitrine est apparue. Déjà, mais pour les on est voilà. Mais en tout cas, ce milieu est en train de bouger. On va pas dire que la BD commence à prendre ses lettres de noblesse, mais voilà, ça bouge. Hein. C'est déjà 10 ans finalement de passé, et c'est une année, je dirais un peu de cocotte minute. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Ouais, les auteurs qui adorent venir à la librairie Bulle, parce que j'ai cru comprendre que l'accueil était de qualité. C'est là aussi où malgré le fait que ce soit parfois un petit peu approximatif, mais exigu pour le contexte d'accueil, mais en tout cas, j'ai très vite compris que il fallait, pour se faire connaître, essayer qu'ils en repartent contents. Et c'est quoi en repartir content? C'est l'accueil, c'est d'être bien reçu d'un point de vue de l'hôtel, c'est le b.a.-ba de l'accueil, mais ça n'est pas toujours le cas un peu partout en France. C'est un restaurant qui tienne la route, qu'il y a un moment de convivialité après le moment où les auteurs ont travaillé, ces sacro-saintes dédicaces, et on avait quand même déjà du monde. Hein. Alors quand il faisait beau, on avait souvent même une queue de 30, 40, 50 personnes dans toute la rue Saint-Honoré. Oui, Les auteurs repartaient en disant c'est marrant, ça a l'air d'être une petite librairie, mais il se passe des choses, ça bouge, et commercialement, oui, il s'ensuit quand même beaucoup de ventes. C'est un petit peu le début de la consolidation un petit peu de ce mouvement événementiel que moi j'avais mis sur pied sans trop l'avoir en stratégie commerciale. Oui, oui. Et je crois que c'est dans cette période-là où ça va commencer à devenir une vraie société, la librairie Bulle, ou c'est encore... Ah non, moi je reste toujours en nom propre. Toujours pas salarié. Non, toujours pas. Et d'ailleurs toujours pas, Mathieu. Bon finalement, rien ne changera en fait. Mais c'est quelques bases supplémentaires aux fondations de la maison, c'est évident. En tout cas, un accueil royal, selon, je crois, André Juillard, ce qu'il a dit, tellement visiblement il revient régulièrement et qu'il aime bien aussi la vieille ville, qui s'en est même inspiré, je crois, pour certaines de ses bandes dessinées. Pour ses bandes dessinées de costumes, et André Juillard fait partie de ces fils rouges quelque part. Il était encore là il y a quelque temps, et même d'un point de vue amical. C'est quand vous commencez à travailler sur la longueur, c'est évidemment de faire voir que vous êtes aussi là, et pas uniquement que pour le business, pas uniquement pour le commerce, et que peut-être une famille, que vous rentrez dans la famille de la bande dessinée. Et moi, j'étais toujours dans ce combat de dire ce médium, il est tellement incroyable, il est bafoué des fois par la littérature, on le prend comme quelque chose de tellement mineur, alors qu'il est déjà pas très sérieux, quoi. Mais oui, alors que je commençais à connaître les auteurs, de s'apercevoir de toute l'étendue de leur travail, de leur qualité, de leur talent. Et c'est vraiment, encore une fois, à la fin de cette première décennie, qu'on se dit qu'on va continuer un petit peu à se battre, continuer à faire parler de ce médium de plus en plus, et ça devient un petit peu, un objectif. Et développer des événements encore plus grands à l'Abbaye de l'Épau ou ailleurs, mais ça on en reparlera ça la prochaine fois. L'objet de la 3e décennie, sans problème. La 3e, voire même la 4e, qu'on va fusionner d'un seul coup. Merci Samuel. Merci Mathieu. Et à très bientôt. Et à très vite, oui. Encore un grand merci à Samuel pour cette très belle rencontre. On le retrouve a priori en fin de saison au mois de juin pour un nouvel épisode des hors-séries de Coincer la Bulle. En attendant, si l'actualité de la BD vous passionne, le meilleur moyen de s'informer, c'est sur www.librairie-bulle.fr. Et puis toujours le podcast de l'émission à écouter, à réécouter et à partager sur rcf.fr en sélectionnant bien sûr votre radio locale. RCF Sarthe, Coincer la Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, fidèles et moins fidèles auditeurs de Coincer la Bulle. Si comme nous, vous êtes convaincus que la bande dessinée est un art majeur, je vous propose de nous retrouver très très bientôt pour un nouvel épisode de Coincer la Bulle. En attendant, portez-vous bien et surtout faites-moi plaisir. Prenez soin de vous et de vos proches et faites comme nous, lisez des BD.